Merci d'être venu. J'espère qu'on aura un peu plus de monde à mesure que le temps s'écoule. Voilà, je me présente, je m'appelle Héloïse, donc je m'occupe de Campus France Mauritanie. Moi, en gros, je vais vous présenter très rapidement les procédures de candidature pour poursuivre vos études supérieures en France. Et ensuite, on aura une intervention de Sidi Bol qui est là avec nous. Il va nous parler de l'insertion professionnelle et de l'initiation à l'entrepreneuriat. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on fait des études, c'est pas pour se retrouver au chômage, c'est pour trouver un emploi. Donc, on trouvait ça assez intéressant de vous présenter les manières d'accéder à l'emploi aujourd'hui. Donc, moi, ça va être assez rapide. Et si vous avez des questions, là, vous êtes assez peu, donc si vous avez des questions à la fin, vous pourrez m'en poser. Là, je ne vais pas rappeler le panorama des études comme je le fais d'habitude, mais je vais vous présenter rapidement les procédures de candidature. Donc, juste pour un rappel, Campus France, c'est quoi? C'est un service de l'ambassade de France. On a pour mission de vous informer sur les études supérieures en France, de vous accompagner pour construire votre projet d'études et aussi de vous accompagner dans vos démarches préconsulaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez pas faire de demande de visa pour vos études sans passer par nous. Voilà, donc le système des diplômes c'est LMD, bon ça je passe très rapidement, c'est comme en Mauritanie. Là vous avez un panorama général des études accessibles après le bac. Donc en vert à gauche c'est tout ce qui est le système universitaire, avec licence, master, doctorat que vous connaissez. On a également l'équivalent d'un BTS qui s'appelle un BUT, Bachelor universitaire de technologie, en 3 ans, voilà, vous voyez souvent la petite colonne BUT. Et donc ça, en fait, c'est des études courtes qui sont professionnalisantes, donc qui sont destinées à rentrer rapidement sur le marché du travail. Donc voilà, pour vous donner une indication, c'est une sorte de BTS, mais qui se passe au sein de l'université. Ensuite, on a tout ce qui est cursus de médecine, donc assez spécifique, et là, également en France, comme ici, la médecine, c'est à l'université. Alors, ce qui est important en France de savoir, c'est qu'on a un système parallèle, donc tout ce qui est système des écoles, les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénieurs, et les BTS aussi, les BTS que vous connaissez pour le coup. Les BTS, ça se passe en 2 ans, ça se passe dans les lycées. C'est considéré bien sûr que, enfin c'est pas considéré, ce sont des études supérieures, même si ce sont des lycées qui les organisent. Voilà, ensuite si vous voulez rentrer par exemple en école de commerce ou en école d'ingénieur, la voie classique en fait c'est de faire une prépa, donc 2 ans de prépa. La prépa c'est également au sein d'un lycée, donc l'équivalent en Mauritanie c'est l'IPGEI, voilà, qui prépare à l'entrée de l'ESP, l'École supérieure polytechnique. En France, on a 204 écoles d'ingénieurs, donc c'est-à-dire que vous pouvez y accéder, notamment après 2 ans de prépa. Très important de savoir en France, si jamais, je ne sais pas si certains parmi vous sont intéressés par les études en France ou sont plus venus pour la partie sur l'insertion professionnelle. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, même pas pour cette année, mais qui connaissent des gens qui sont intéressés ou qui seront intéressés plus tard, il faut savoir qu'il y a des passerelles disponibles entre toutes les filières, entre tous les types de parcours. Et ça, je pense que c'est une différence avec la Mauritanie, c'est-à-dire que vous pouvez commencer votre cursus académique au sein de l'université, être inscrit en licence, et après 3 ans de licence, vous pouvez très bien intégrer une école d'ingénieur, une grande école de commerce, etc. Vous pouvez également faire le contraire, c'est-à-dire vous commencez vos études par exemple par une classe prépa, donc au sein d'un lycée, et alors pour une raison ou pour une autre, vous ne passez pas les concours des grandes écoles, ou vous les ratez tout simplement, et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Et bien, ce qui est bien, c'est que quand on est inscrit en prépa en France, on est forcément inscrit en même temps à l'université, c'est obligatoire. Donc en fait, après 2 ans, vous aurez l'équivalent d'une licence 2 à l'université, et vous pouvez tout à fait intégrer la 3e année de licence à l'issue de vos 2 ans de prépa. Voilà, ensuite après un BTS, donc c'est vrai que le BTS est professionnalisant, comme ici en Mauritanie, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé faire des études après un BTS, mais les meilleurs de la promo avec un projet solide, cohérent et motivé peuvent continuer en licence professionnelle, puis même en master. Voilà. Et ensuite, on a tout un tas d'écoles spécialisées qui délivrent un diplôme d'État et qui sont accessibles notamment juste après le bac.
Exemple, technicien de laboratoire, infirmier, voilà, les instituts d'études politiques, par exemple, Sciences Po, voilà, tout ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment un panorama très général. Si vous avez des petites questions, je pourrais répondre, mais évidemment, je ne peux pas répondre à tous les cas, toutes les situations particulières. Et ça, vous pouvez venir nous rendre visite pour vous informer. Donc ça reprend un peu ce que je viens de dire. Donc voilà, donc on a vraiment deux systèmes. Le système des licences, le système des bachelors universitaires de technologie qui se passe à l'université, et le système parallèle, donc d'école. Voilà. Alors, évidemment, le plus important pour être accepté en France, c'est de bien préparer son projet. Donc déjà, repérer le domaine professionnel dans lequel vous souhaitez évoluer, et ça doit correspondre à vos aspirations, à vos compétences, à vos intérêts, et à votre projet. Voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà un métier en tête? Ça, c'est l'idéal pour construire un projet. Est-ce que vous avez un diplôme en tête? Pourquoi pas? Est-ce que votre parcours il est cohérent? Est-ce qu'il vous permet d'accéder à la formation que vous visez? Est-ce que vous avez des chances de réussir ce diplôme? Parce qu'effectivement, toutes les formations n'appliquent pas le même taux de sélection, donc il y a des formations extrêmement sélectives et donc extrêmement exigeantes. Et donc il faut avoir une capacité de travail très importante pour réussir. Voilà, et typiquement il y a des formations qui sont moins exigeantes, mais en vérité, si vous voulez sortir du lot, il va falloir être exigeant avec vous. Voilà. Voilà, évidemment, est-ce que la formation est en adéquation avec mon projet professionnel? Est-ce qu'elle va vous permettre d'arriver au métier que vous souhaitez? Donc évidemment, le projet professionnel, il va influencer le choix de formation. Donc, une formation courte, BTS ou BUT, une formation longue, donc licence, master, ou parcours de longues écoles. Voilà. Donc, pour vous aider, il faut vraiment rédiger un projet d'études clair et solide, et de toute manière, rédiger des motivations, ça va être utile tout au cours de votre vie, parce qu'il va falloir postuler dans des établissements, il va falloir postuler à des emplois, etc. Donc ça, c'est important. Voilà, alors juste pour vous orienter, donc si jamais vous préparez en ce moment un baccalauréat français, alors vous savez sûrement que Parcoursup vient d'ouvrir, il a ouvert le 18 janvier. Et donc vous aurez jusqu'au 9 mars pour formuler votre candidature. Donc là, si vous êtes en terminale, si vous préparez un bac français, vous pouvez vous orienter sur Parcoursup. Et sur le site, alors il y a une petite faute, mais c'est terminal 2022-2023. Si vous préparez, si vous détenez déjà un bac mauritanien ou un tout autre bac, vous pouvez consulter le catalogue Campus France qui recense absolument toutes les formations qui sont offertes aux étudiants étrangers. Voilà. Et alors, deux sites qui pour moi sont très utiles, très bien faits. Donc, pour vous orienter, il y a le site de l'ONICEP, c'est un site officiel du gouvernement français. Donc voilà, et il y a beaucoup d'informations sur les différentes formations, et on montre comment sont organisées les études, et on parle évidemment des débouchés professionnels, question qu'on va aborder plus tard. Et on a aussi le site de l'étudiant qui est très bien fait. L'étudiant, ce qui est bien, c'est qu'il propose un classement des formations. Donc, par exemple, si vous êtes intéressé par faire une école d'ingénieur ou une école de commerce management, que vous voulez savoir si votre diplôme il sera reconnu, etc. L'étudiant voilà, propose un classement des formations de cette école et un classement des prépas aussi. Voilà, alors là très important parce que certains gens à servir public, c'est que le français c'est pas optionnel, parce que vous savez que le français, un niveau de français insuffisant, c'est la première raison de l'échec des études de l'étranger en France, évidemment. C'est-à-dire que là, moi, je vous parle, bon, je ne sais pas combien on est peut-être 50, 60, mais en tout cas, en amphi, en France, à l'université, surtout en première année, les amphis sont énormes, avec énormément d'élèves. Le prof, il va parler extrêmement vite. Vous serez 500, 400, 600, bon, bref, plusieurs centaines, et le prof, il ne va certainement pas s'arrêter pour vous. Il ne répondra pas, il ne répondra à aucune question, etc. Donc là, vraiment, c'est une question c'est absolument fondamental et essentiel d'avoir un niveau suffisant. Donc, pour ça, on demande le B2.
Donc voilà, un niveau B2, vous savez que les niveaux en langue étrangère, c'est classé en fonction du niveau. Il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2. Voilà, donc B2 c'est intermédiaire plus. Voilà, alors le B2, c'est le minimum, hein, le minimum obligatoire. Minimum exigé, mais après, beaucoup de formations, elles, exigent un C1. Voilà, elles exigent un C1, mais en tout cas, le B2 est obligatoire au niveau de Campus France. Voilà, donc, alors la dernière session de DELF, oui, alors voilà, parce que le B2, on peut le faire certifier par deux types de tests. Le DELF, diplôme d'études en langue française, ou le TCF, test de connaissance en français. Alors le DELF est organisé 5 fois par an par les Alliances françaises ou par le CREL. Alors la dernière session s'est déroulée en janvier et les résultats sont sortis il y a une semaine. La prochaine session se déroulera en mars, mais malheureusement ça sera trop tard pour le passer pour cette année puisque les résultats tomberont après la date limite de l'envoi des candidatures. Donc pour ceux qui sont intéressés par les études pour la rentrée 2023 et qui n'ont pas encore de DELF, bah, vous pouvez toujours passer un TCF. Donc ça, c'est un test de connaissance en français. Voilà, alors la différence avec le DELF, c'est qu'il n'est valable que 2 ans. Alors que le DELF, c'est valable à vie. C'est-à-dire que, bah, évidemment, si on vous demande un test de connaissance en français dans 3 ou 4 ans, quelle que soit la raison, et bah, il sera plus valable, il faudra refaire un test. Mais bon, ça peut quand même vous sauver pour la rentrée 2023. Donc le TCF, vous vous présentez à l'Alliance française. Voilà, l'Alliance française de Neuchâtel est à côté de Movie Center. Vous présentez à l'Alliance française et en fait, le principe c'est qu'on attend qu'il y ait suffisamment d'élèves pour vous faire passer une session. En général, entre le moment où vous passez l'examen et le moment où vous avez les résultats, il se passe une semaine grand maximum. Voilà, donc tout processus il peut faire 1 semaine, 2 semaines, 10 jours. Donc voilà, donc vraiment il faut quand même se dépêcher. Alors, pour déposer ces candidatures, donc sachez qu'absolument tous les étudiants, quel que soit votre bac, quel que soit votre niveau d'études, quel que soit le projet d'études, quelle que soit la manière dont vous avez eu votre admission, tous les étudiants qui ont besoin d'un visa d'études doivent passer par Campus France et s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Études en France. Donc voilà, donc tous les Mauritaniens qui n'ont pas la nationalité européenne, qui n'ont pas une nationalité européenne, et tous les étrangers de manière générale qui habitent en Mauritanie, que vous passiez un bac français ou un bac mauritanien ou n'importe lequel, malien, camerounais, etc. Même si vous avez déjà une admission en France via Parcoursup ou après des concours, il faudra passer par cette plateforme Études en France. La plateforme Études en France, typiquement, elle est vraiment faite pour faire les démarches de visa. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé par postuler en licence, en master ou en but, c'est encore possible, seulement pour ceux qui veulent s'inscrire à partir de la 2e année de licence. Okay, malheureusement, pour ceux qui sont en terminale cette année ou qui veulent se réorienter pour la licence 1, c'est trop tard. Les candidatures ont fermé le 15 décembre. Voilà. Mais bon, pour tout le reste, c'est encore possible. Donc vous pouvez encore postuler à l'université à partir de la licence 2. Et il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui sont connectées sur Études en France. Par exemple, il y a 4, il y en a au moins plus d'une centaine qui sont connectés sur la plateforme Études en France. Voilà, des écoles d'ingénieurs avec des prépas intégrées. Voilà. Ensuite, si vous êtes intéressé par faire une classe prépa, donc ce que je vous ai dit, pour préparer le concours des écoles d'ingénieurs qui n'ont pas de prépa intégrée, qui s'intègrent uniquement après une classe prépa CPGE, et ben vous pouvez aussi, en plus de la procédure sur Études en France, vous pouvez candidater sur Parcoursup. Donc je vais rappeler le calendrier ensuite. Vous pouvez également postuler en BTS. Voilà. Et tous ceux qui sont intéressés par un doctorat ou par des écoles de commerce, d'infirmiers, etc., ça, évidemment, c'est des démarches parallèles. Les doctorats, c'est très particulier. Il faut s'informer directement auprès des écoles doctorales. Bon, pour les bacs français, est-ce que quelqu'un passe un bac français ici? Non? Bon, du coup, je passe. Donc voilà, donc typiquement, ça, c'est les grandes étapes de la procédure en France. Études en France qui sont rappelées sur le papier que je vous ai distribué, pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir.
Alors, première étape, vous créez votre dossier en ligne, vous saisissez vos informations personnelles, ensuite vous remplissez votre panier de formation, vous soumettez votre dossier de candidature électronique, vous payez des frais de dossier, et ensuite vous passez un entretien, et suite à cet entretien, toutes vos candidatures sont envoyées aux universités. Ok? Alors, on a eu un petit changement de calendrier, peut-être que vous êtes au courant. Donc, pour les inscriptions à partir de la licence 2 jusqu'au master et pour les bachelors universitaires de technologie, alors on l'a repoussé au 20 février. Donc, en gros, vous allez sur la plateforme Études en France et vous pouvez choisir et modifier vos vœux jusqu'au 20 février. Après le 20 février, vous pourrez compléter tout le reste de votre dossier, c'est-à-dire les notes de TCF ou les notes de DELF. Vous pouvez rajouter des bulletins, des relevés de notes, votre pièce d'identité, bon bref, quel que soit le justificatif qui puisse motiver et étayer votre candidature, et vous pourrez rajouter après le 20 février. Mais par contre, les formations, le choix des formations sera obligatoirement fermé le 20 février. Donc ensuite, vous aurez jusqu'au 15 mars pour compléter le reste de votre dossier, payer les frais de dossier et passer un entretien avec nous. Okay, après le 15 mars, voilà, ça c'est terminé, on ne touche plus à votre dossier et on attend la réponse des établissements et qui normalement toutes les réponses devraient arriver d'ici le 30 avril. Okay, et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a une admission? Il va falloir faire un choix. Si vous avez plusieurs admissions, c'est très bien. Tant mieux pour vous. Mais par contre, il va falloir faire un choix avant le 31 mai entre plusieurs admissions. Okay, donc il va falloir aller sur votre compte et cliquer sur une des formations que vous acceptez pour faire votre demande de visa. Donc si vous n'avez qu'une admission, le choix il va être assez simple. Et si vous n'avez aucune admission, ça va être assez simple aussi pour vous. Voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez, en plus de la procédure études en France, donc vous pouvez postuler à l'université sur la plateforme Parcoursup, et vous pouvez, si vous avez profil, si vous êtes intéressé, postuler en plus en BTS ou en classe prépa sur la plateforme Parcoursup. Ok? Et donc là, retenez bien, donc vous avez jusqu'au 8 mars pour formuler des vœux, et après 8 mars, c'est comme la plateforme études en France, on ne peut plus les changer. Et vous aurez jusqu'au 6 avril pour compléter le reste de votre dossier. Voilà, alors vraiment, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook, Campus France Mauritanie. C'est vraiment notre canal de communication vraiment principal. On vous communique tout ce qui changement de calendrier, échéances, des outils, des vidéos, les conférences, etc. Toute notre communication, on l'a fait principalement sur Facebook. Et en plus, on répond à tous vos messages que vous nous envoyez sur Messenger. Alors, quand je dis tous nos messages, c'est des vrais messages avec une vraie question. Pas juste salut, bonjour. Ça, on en a beaucoup trop, donc on ne va pas prendre du temps pour ça. Donc, essayez de poser une vraie question, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page YouTube, Campus France Mauritanie. Alors, je précise, et sur YouTube et sur Facebook, on a mis en ligne des tutos. On a mis 3 tutos qui vous aident à remplir votre compte études en France. Okay, parce que s'il y a bien un truc qu'on a compris, c'est compliqué pour vous de rentrer cette plateforme, il y a quand même pas mal de rubriques. Donc n'hésitez pas, vraiment, allez voir sur YouTube, on a mis des tutos, ils sont très bien faits. En ce moment, ils sont très bien faits. Et en tout cas, voilà, je pense que c'est assez clair. Évidemment, si vous avez encore un peu de mal, eh bien, vous pouvez venir à l'espace Campus France. Pour toute question, donc, vous pouvez nous écrire sur Messenger. Vous pouvez nous appeler au 45 29 69 37 et nous contacter par mail. Donc, de la même manière, on répond à tous les mails à partir du moment où il y a une vraie question de formuler. Voilà. J'attire votre attention sur... là, il y a 3 points, mais en fait, je vais attirer votre attention sur le 4e point aussi. C'est maintenant qu'il va falloir commencer à réfléchir à comment vous allez financer votre séjour, parce que... Alors ça, malheureusement, il y a beaucoup trop d'étudiants qui s'y intéressent un peu tard, au moment où il faut faire la demande de visa, et malheureusement, c'est un peu trop tard, en fait. Voilà, une licence, ça coûte 2 700 € par an. Juste les frais de formation. Donc 2 700 €, c'est à peu près 5 000 €, 1 million ancien. Le master coûte 3 700 €, donc 1 000 € de plus. Donc, mais ça, ce n'est que les frais de formation. Okay, ensuite, il faut rajouter le logement. Alors voilà, le logement est bien sûr quand même beaucoup plus cher qu'en Mauritanie.
surtout si vous choisissez d'aller à Paris par exemple. Ça peut aller du simple au double. Donc voilà, en gros, pour vous donner une idée, le consulat va vous demander de justifier de revenus, etc., d'épargne qui vont pouvoir, qui vont prouver que vous aurez 10 000 euros à peu près en votre possession. Donc que vous aurez 10 000 euros au cours de l'année pour subvenir à vos besoins. Enfin, soit vous personnellement et plus généralement vos parents, vos garants. Donc voilà, 10 000 euros, ça fait, bon maintenant ça fait un peu plus, ça fait 400 000. Voilà. Donc 4 millions aussi. Donc oui, c'est beaucoup bien évidemment. C'est beaucoup dans l'absolu. Alors sachez que une licence, ça coûte 2 700 euros à l'étudiant. Alors en réalité, une licence, ça coûte 15 000 euros. Et qui paye le reste, donc les 12 000 euros restants, bah, c'est l'État français. Voilà, donc l'État français paye 12 000 euros par étudiant mauritanien qui vient en France, par an. Voilà, et en plus de ça, vous avez droit à la sécurité sociale, c'est-à-dire que vos soins de santé, quand vous allez chez le médecin, quand vous achetez des médicaments, bah, c'est remboursé à 70%. Alors ça, moi, je connais aucun autre pays qui fait ça pour des étudiants étrangers. Donc voilà, c'est quand même un gros atout de la France. Ensuite, ne faites pas appel à des intermédiaires, à des agences de placement ou des officines privées qui vous promettent un visa et une admission moyennant 4 000 euros. Parce que non seulement ça va rien, enfin, je veux dire, ça ne vous facilite en aucun cas une admission et encore moins l'obtention d'un visa. Et ce sera même bien pire, c'est-à-dire que quand on va vous recevoir à l'entretien, on peut se rendre compte assez rapidement que en fait, vous n'avez absolument pas connaissance de ce qui se trouve dans votre dossier, que vous avez délégué la constitution de votre dossier, même le choix de vos formations, quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, et ça se voit que vous n'êtes pas motivé. Donc ça, c'est très mauvais. Donc vraiment, ne faites pas appel à ce genre d'agence, et évidemment, vous pouvez vous faire aider d'un ami, de vos parents, de vos frères, votre soeur, etc., surtout s'ils ont déjà fait des études en France, ça, il n'y a aucun problème, c'est pas du tout la même chose de se faire aider que de donner de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas pour faire son dossier. Ensuite, faire bien vos recherches. Alors, parce qu'effectivement, il y a des écoles privées, beaucoup d'écoles privées qui sont accessibles de manière individuelle. C'est-à-dire, c'est à vous de faire les démarches. On ne candidate pas sur la plateforme Études en France. Ok, donc ça, il y a beaucoup d'écoles privées qui fonctionnent comme ça. Des écoles privées qui se disent de commerce ou de management. Et bien, il faut quand même bien faire ses recherches quand on cherche ce genre d'admission facile, quand on s'y prend au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, quand on n'a pas pensé avant à faire ses candidatures. Parce qu'il y a énormément d'écoles privées, malheureusement, qui jouent un peu sur l'ignorance de la part des étudiants étrangers, de l'ignorance du système français. Donc, comment ils font, par exemple, ils vont vous proposer de faire un master. Donc, vous pensez que c'est un master, quoi, un master d'État. M-A-S-T-E-R, et en vérité, c'est pas du tout le cas. Ils seront malins, ils auront rajouté une lettre à la fin du master, ils auront rajouté un E par exemple, ça se voit beaucoup. Donc ça, en fait, c'est un master avec un E à la fin. Et un master avec un E à la fin, ça n'est absolument pas un diplôme qui est reconnu, ça n'existe pas. Et la seule personne qui va reconnaître votre diplôme, c'est le directeur de cette école. Donc c'est un peu compliqué. Donc comment on voit que c'est une école privée qui n'est pas sérieuse? Notamment, déjà, ils vous demandent des frais d'inscription non remboursables à plusieurs centaines d'euros. Donc ça, une école sérieuse ne ferait pas ça. Voilà, on vous fait passer des tests en ligne un petit peu bidons. Donc voilà, donc ça, faites bien attention quand vous faites vos recherches d'école. Et pour le coup, si vous avez besoin d'orientation sur ça, il faut aller sur le site de l'étudiant qui propose des classements des écoles. Ça peut vraiment vous aider. Et vous pouvez venir bien sûr à l'espace. Et quatrième point, alors je pense que vous n'êtes pas mineur, peut-être qu'il y a quelqu'un mineur, en tout cas. Si en septembre 2023, vous comptez aller faire vos études et que vous êtes mineur, que vous serez toujours mineur, en septembre 2023, il faudra absolument avoir un tuteur, donc quelqu'un qui jouera le rôle de votre parent en France, dans la même ville dans laquelle vous allez étudier. Donc ça, c'est vraiment très important à prendre en compte dès maintenant. Parce qu'évidemment, ça peut quand même un peu changer votre choix et où vous avez postulé. Bon, évidemment, si votre famille ne connaît personne en France, bon, ça règle un peu la question. Et le plus simple, c'est de reporter son projet d'études
plus tard. Parce que de toute manière, si vous arrivez mineur en France, vous n'aurez pas un visa étudiant classique. Vous aurez un visa étudiant mineur qu'il faudra après transformer en visa d'études classiques. Bon voilà, en tout cas, si vous êtes mineur en septembre 2023, venez à l'espace Campus France et on en parlera. Voilà, donc bonne chance. Est-ce que vous avez... Alors peut-être qu'on fera la séance de questions après la présentation de Sidi Bol. Voilà, comme ça on va répondre à vos questions ensemble. Donc voilà, donc merci, j'espère que ça vous a été utile. Donc maintenant je passe la parole à Sidi Bol qui va nous présenter l'entrepreneuriat. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il regarde, monsieur? Vous voyez qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il regarde? Comment? J'ai entendu? La ville. Il regarde ce que je fais. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais faire une présentation et une introduction générale. Puis, nous allons voir c'est quoi une idée d'entreprise, la stratégie marketing, juste en gros, la communication, la gestion financière, la forme juridique, l'implémentation, puis une conclusion. Donc cette présentation se veut tout simplement introductive, c'est-à-dire que vous aurez les éléments essentiels pour débuter, mais ce n'est pas une formation complète. Je tiens à le dire. D'accord? On peut commencer? Très bien. Qu'est-ce que vous voyez? Qui dit vieille dame? Levez les mains ceux qui disent vieille dame. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Une petite fille. Qu'est-ce que vous voyez? Avec une frange. Ses cheveux. Qui dit une jeune fille? Levez les mains. Voilà. C'est la même image, n'est-ce pas? Mais vous voyez deux choses différentes. C'est comme ça que nous voyons le monde. Le monde, on le voit différemment en fonction de notre regard. Donc certains vont voir une vieille dame, donc elle a un gros nez, un sourire de... je sais pas. D'autres vont voir une jeune fille dont la tête est tournée à l'extérieur. Est-ce que vous voyez la jeune fille avec un chat autour d'elle? Ça c'est tout simplement pour vous expliquer que la vision du monde change en fonction du regard que nous avons. Le monde n'est pas bon, le monde n'est pas mauvais. Le monde c'est le monde. Voilà. C'est nous qui sommes bons, c'est nous qui sommes pas bons. Pourquoi lancer une entreprise? Qui peut me répondre? Oui, pour se faire de l'argent. Oui. Pour trouver la liberté financière, pour se créer de l'emploi, et pas juste trouver de l'emploi. Quand tu lances une entreprise, tu te crées ton emploi et tu aides les autres à avoir de l'emploi. Donc, on s'en fout. Le plus important, c'est d'avoir une bonne raison de créer une entreprise. Après, les raisons, c'est multiplié. Certains, c'est juste financier, d'autres veulent créer de la valeur, ainsi de suite. C'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'innovation, tout simplement. C'est quoi l'innovation? Qui peut me définir l'innovation? Des modifications. Eh, allez-y, quand même. Quand même. Oui, au fond. Créer quelque chose de nouveau. L'innovation, c'est créer quelque chose de nouveau. C'est faux? Non. C'est quoi l'innovation? Innovation. C'est rendre quelque chose meilleur. Oui. Qui a parlé de la notion de meilleur? C'est ça. L'innovation, c'est tout simplement d'avoir un produit qui existe déjà et de l'améliorer, de le rendre meilleur. Point. C'est comme ce qu'a fait Apple en 2007. Il y avait des téléphones mobiles, mais il y avait plein de touches. Apple a créé un écran et elle a disponibilisé ça. L'écran tactile que nous avons. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal d'avoir un écran tactile. En 2007, ce n'était pas le cas. Donc Apple n'a pas créé les téléphones mobiles. On est d'accord? Apple a tout simplement amélioré ce qui existait. Donc Apple est innovante. D'accord? Donc, il faut voir différent. Il faut se différencier, il faut créer, il faut réinventer, il faut oser, il faut entreprendre. C'est quoi entreprendre? C'est un concept très important. Entreprendre, c'est quoi? C'est entreprendre en soi-même, en l'intérieur, parce que tout commence de l'intérieur. Il faut extraprendre, c'est-à-dire être un extrapreneur. C'est tout simplement prendre ce à quoi nous pensons et le mettre en valeur à l'extérieur.
plus il faut entreprendre. C'est quoi les caractéristiques d'un bon entrepreneur? Qui peut me donner des noms plutôt? Oui. Être un leader, oui. Le courage, oui. Quoi, oui. La volonté, oui. Quoi encore, oui. Prendre le risque, je suis d'accord. Donc, il faut être discipliné. C'est quoi la discipline? C'est quoi la discipline? Oui, monsieur. Oui, mais la discipline, c'est quelque chose d'interne. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas faire ce que tu dois faire. C'est tout. C'est très difficile. C'est un exercice extrêmement difficile. C'est se lever tous les jours, aller faire du sport. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. En fin de compte, tu vas devenir un grand sportif. Exactement. Donc, il faut de la discipline, il faut de la passion, il faut aimer ce que vous faites, peu importe ce que vous faites. Je m'en fous de ce que vous faites, mais il faut l'aimer. Quand on aime quelque chose, on ne s'en lasse pas. Il faut être un visionnaire. Vous connaissez Elon Musk? C'est un visionnaire. Il faut être un décideur, d'accord? Il faut avoir confiance en soi, effectivement. Il faut avoir de leadership, voilà. Il faut être engagé et travailleur. Il faut avoir de l'humilité. Et il faut avoir des objectifs clairs et une très très bonne organisation. D'accord? Je peux dépasser ces points? C'est clair? Très bien. J'ai une question à vous poser. Qui est au volant de votre vie? Qui est au volant de votre vie? Qui décide pour vous? Oui. C'est le cerveau, d'accord? Quoi de mieux? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, vous allez travailler. Moi, je suis pas là pour vous donner des informations. Il faut que vous travaillez avec moi. Oui. Oui. Comment? Vos compétences, d'accord? Qui est-ce qui décide pour vous? C'est l'État, c'est vos parents, c'est vous-même. Qui décide? C'est vous-même, d'accord. Mais, attention, vous êtes impacté. Vous êtes freiné par des choses. Par votre culture, par votre famille, par vos habitudes, par votre pays, par votre gouvernement, par votre logistique, et c'est tout ce que vous voulez. Vous êtes freiné par des choses. Tout simplement par la raison la plus fréquente, surtout quand on est jeune, le manque de moyens. D'accord? Mais qui décide pour vous, c'est vous-même. D'accord? Donc la première chose à se dire, c'est que je décide pour moi-même et personne ne peut décider pour moi. On est d'accord? Très bien. Donc là, je vais aborder des choses un peu plus superflues pour tout le monde, mais je vais les rendre très très claires. L'inconscient, c'est quoi l'inconscient? Aujourd'hui, vous allez se rendre. Voilà. C'est quoi l'inconscient? C'est ce qu'on connaît. D'accord. Vous connaissez comment votre cerveau fonctionne? Non, très bien. Donc l'inconscient est capable de traiter, n'est pas capable de traiter les pensées négatives. Vous vous rappelez lorsque vous étiez jeune, quand vos parents vous traitent d'un espèce d'un... Vous connaissez ça? On vous disait ça? Moi, je l'ai trop entendu. Vous connaissez ce mot? Espèce d'un... Voilà. Ça marche. Parce que quand vous dites quelque chose de négatif à un jeune enfant, son cerveau n'est pas capable de dire stop, n'est pas capable de dire non, n'est pas capable de dire ça ne m'intéresse pas. Son cerveau est absent. Parce que le cerveau, c'est un gamin. Mais quand on grandit, le cerveau n'arrive pas à mettre un frein, n'arrive pas à mettre un stop. Donc il faut être positif. Parce que le cerveau n'arrive pas à limiter les pensées négatives. Votre inconscient, il a besoin d'être orienté. Quand vous devez vous lever le matin, il faut le répéter. Je dois me lever le matin, je dois me lever le matin, je dois me lever le matin. D'accord? Votre inconscient, c'est le gardien de vos souvenirs, mais c'est une machine à apprendre aussi. Vous pouvez tout apprendre grâce à votre inconscient. Mais il faut le dompter, il faut le maîtriser. D'accord? Votre inconscient se comporte comme un être très moral. C'est-à-dire que de façon native, vous êtes quelqu'un de bien. Et le mal, il s'ajoute en vous. Il n'est pas dans votre être. D'accord? Très bien. Donc, le fonctionnement du cerveau, je vais voir la fonction réticulée. Moi, j'aime beaucoup ça. D'accord? C'est pour vous dire que il y a ce qu'on appelle l'amygdale, on s'en fout. Il y a ce qu'on appelle l'hippocampe, on s'en fout. Mais le plus important, c'est que les émotions orientent vos décisions. C'est pourquoi, quand on est fâché, on ne prend pas de décision. Parce que c'est souvent une mauvaise décision. Très bien. Donc là, c'est l'échelle des valeurs. Donc, la valeur ultime, c'est le bonheur. D'accord? Et l'échelle du bonheur, la clé ultime du bonheur, c'est la liberté. C'est pourquoi j'ai envie de vous parler de l'entrepreneuriat, parce que c'est la meilleure voie pour la liberté.
Donc, ça, tout simplement pour vous dire que si vous avez un gosse, il a 7 ans, soyez indulgent, ne soyez pas méchant avec lui. Parce qu'avant 7 ans, c'est la période d'empreinte. Les enfants, ils apprennent auprès des parents. Avant 7 ans, ils sont déjà là en train d'apprendre. Donc, si vous voulez avoir un leader, c'est avant 7 ans qu'il faut commencer à créer ces leaders. D'accord? Le mot de l'âge, c'est 8 à 13 ans, la socialisation, 14 à 21 ans. Donc, je vais passer. Maintenant, qui a une idée d'entreprise? Oui. C'est quoi ton idée d'entreprise? Une idée d'entreprise? Oui. C'est secret? Ah, on n'a pas de souci. Nous, ici, quand tu nous donnes une information, on peut l'utiliser. D'accord? Oui. Les fruits? Mais ça c'est très bien, mais ça existe déjà? N'est-ce pas? Ou bien? Tu veux innover, très bien. C'est-à-dire que les fruits, tu vas les acheter au marché, tu vas créer un bel emballage et tu vas les livrer à domicile. Ça c'est une très bonne idée. D'accord? Donc une idée d'entreprise est un produit ou un service qui peut être vendu contre de l'argent. Il faut le dire haut et fort. On travaille pour se faire de l'argent. Non, je n'ai pas entendu. Pour se faire quoi? L'argent. J'ai pas entendu. De l'argent. De l'argent. On travaille pour se faire? De l'argent. Voilà. Ça, c'est un très bon début. Ce serait de très bons entrepreneurs. C'est un concept qui peut être utilisé à des fins commerciales. Je suis allé jusqu'au mot chrétien. Voilà, vous trichez. Donc, je vais passer au deuxième concept. On crée une entreprise pour répondre à un problème. Donc, comment avoir une bonne idée d'entreprise? Je cherche un problème. Je trouve la solution de ce problème et je commercialise ça sous forme de produits ou de services. On est d'accord? C'est facile? C'est facile? Non, pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours les bonnes idées. Écoutez, moi je pense que c'est très facile. En période de froid, vous faites du café, vous le vendez dans la rue, tout le monde va acheter. En période de chaleur, vous faites un jus d'orange, vous le vendez avec des glaçons. C'est tout. Ça, c'est l'entreprise. Ou bien, c'est pas une entreprise? C'est une petite entreprise. D'accord? Très bien. Donc, est-ce que votre idée, on peut la résumer en 1 minute? D'accord? Donc, quand vous travaillez sur votre idée d'entreprise, il faut pouvoir la résumer en 1 minute. D'accord? Sinon, c'est pas bien. Est-ce qu'elle a-t-elle déjà été déposée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est déjà déposée au niveau des institutions et tout? Est-ce qu'elle a une valeur ajoutée réelle? Il ne faut pas se contenter de faire du copier-coller. Il faut copier-coller, je suis d'accord, mais améliorer, exactement. Je copie, je colle et j'améliore. Il ne faut pas juste copier-coller. Parce que faites-moi confiance, vous ne pourrez plus réellement créer quelque chose qui n'existe pas. C'est presque impossible. D'accord? Mais regardez ce qui existe, améliorez-le. D'accord? Est-ce que vous répondez à un besoin? Est-ce que vous avez l'environnement technologique adapté? C'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre à créer des fusils en Mauritanie. On n'a pas la technologie qu'il faut. On n'a pas les infrastructures qu'il faut. Et ainsi de suite. Il faut rester réaliste. D'accord? Est-ce que le timing est bon? Mon idée, elle est bien et tout, mais il fait très très froid. Je ne vais pas me mettre à vendre des glaçons. Je vais attendre une période de chaleur. D'accord? C'est la question du timing. Est-ce que mon business est rentable? Parce que oui, vous n'allez pas créer un business juste pour créer un business. D'accord? On crée un business pour se faire De l'argent. Voilà, très bien. Est-ce que vous avez les fonds nécessaires et est-ce que vous y croyez? Très bien. Donc, la base de démarrage. Le premier point, c'est le savoir-faire. Il faut que vous sachiez ce que vous faites. D'accord? La deuxième chose, c'est l'idée et le marché. La troisième chose, c'est les ressources. Et le dernier point, c'est d'ailleurs le point le plus important selon moi, c'est la motivation et le travail dur. Parce que quand on travaille, ça paye. Et quand on ne travaille pas, ça ne pourrait pas payer, tout simplement. Ça ne paye pas, c'est très gentil.
Donc là, je vais passer rapidement. Le plus important pour moi, quand vous créez un produit, il faut vous assurer que ce produit répond à des besoins. Est-ce que vous fournissez un produit de haute qualité? Il ne faut pas être dans la médiocrité. La médiocrité, c'est pas bon. Est-ce que vous fournissez un service à ces clients? Est-ce que les clients, après avoir acheté votre produit ou après avoir consulté vos services, est-ce qu'il a été Satisfait. c'est-à-dire, est-ce que c'était bénéfique pour lui? Est-ce qu'il y a réellement une valeur ajoutée ou tout simplement vous voulez vendre à tout prix sans vous contenter de la qualité, d'accord? Il faut protéger l'environnement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre à faire n'importe quoi. Il faut protéger l'environnement. L'environnement, ça peut être l'environnement dans lequel vous travaillez, ça peut être l'environnement dans lequel vous vivez, et ainsi de suite. Il faut assurer un accès égal aux ressources. Il faut encourager l'innovation, il faut aussi inscrire son activité dans une logique de développement durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon entreprise elle fait un chiffre d'affaires de tel, l'année prochaine, il faut que je m'améliore. Aujourd'hui, mes services sont vendus à tel public, l'année prochaine, il faut que mes services soient meilleurs. Vous connaissez les objectifs SMART? C'est quoi les objectifs SMART? C'est quoi? S, c'est quoi? M? Espèce de tricheur. A? Ah, t'as triché, tu ne connais pas? A? Atteignable. F? Réaliste ou réalisable? Elle était temporelle ou limitée dans le temps? Très bien. Ça va, vous trichez bien. C'est quoi l'analyse SWOT? C'est un outil de planification. C'est quoi? C'est ça. Étudier l'environnement interne et externe, étudier également les menaces et les opportunités. S, c'est quoi en anglais? Strength. D'accord? Et le W? Weaknesses, c'est-à-dire les faiblesses. Le O? Opportunity, c'est-à-dire opportunité. Et le T? Threats, c'est-à-dire les menaces. Donc, je vais voir tout simplement mon entreprise. J'ai deux choix par là, donc j'ai 4 colonnes. C'est quoi les forces de mon entreprise? C'est quoi les faiblesses de mon entreprise? C'est quoi les opportunités de mon entreprise? Et c'est quoi les menaces qui pèsent sur mon entreprise? D'accord? Donc, je ne vais pas trop m'attarder parce que là, voilà. Donc, l'étude de marché, c'est très compliqué. Moi, je vous donne juste une petite introduction. Après, il faudra que vous fassiez un travail complémentaire. La recherche primaire, c'est tout simplement, j'ai envie, je vous donne un exemple très facile, très bon d'ailleurs. Vous voulez créer, je sais pas, comme mon ami qui veut vendre des fruits. Donc, vous voulez vendre des fruits où? À qui? À combien? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Vous voulez avoir un business local ou bien vous voulez vendre vos fruits en ligne? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. D'accord? Donc, la première chose que j'ai fait, c'est quoi? Je vais aller auprès de mes clients pour leur poser la question. Est-ce que déjà, ils sont intéressés à acheter des fruits? Si les gens ne sont pas intéressés, c'est pas la peine de vendre des fruits. On est d'accord? Ouais. Donc, s'ils me disent tous oui, on est intéressé. Je dis première acquisition. La deuxième chose, à quel prix sont-ils prêts à acheter des fruits? D'accord? La troisième acquisition. Comment veulent-tu se faire livrer? Est-ce qu'ils veulent aller jusqu'au point de vente ou bien est-ce qu'ils veulent une livraison express ou une livraison à domicile? D'accord? Donc, posez des questions à la bonne personne et la bonne personne, c'est qui la bonne personne? C'est l'acheteur. C'est le client, exactement. Donc, là, c'est la notion du budget de fonctionnement. Donc, tu as acheté tes fruits et tout, tu as un local, tout ce que tu veux, il te faut un budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, c'est l'argent que tu mets de côté afin de pouvoir subvenir aux besoins de ton entreprise. Payer l'électricité, payer les employés, et ainsi de suite. D'accord? Là, nous allons voir la stratégie marketing. C'est quoi le marketing? C'est de vendre sans avoir. La publicité, oui. Oui. Tous les moyens qu'on met en œuvre pour pouvoir mettre en. Pour promouvoir. son. Exactement, je suis d'accord avec toi. Donc, les entreprises ont besoin de marketing pour promouvoir leurs nouveaux produits et services et constituer une clientèle fidèle. Après,
ça c'est très beau, mais moi j'ai envie de vous résumer tout ça. Le marketing, c'est tout simplement se mettre à la place du client. C'est dire comment le client il a envie de voir ses produits. Vous voyez les marques de cosmétiques, surtout les femmes. Qu'est-ce qu'elles font ces marques? Elles prennent des filles qui sont déjà très belles, qui ont déjà une peau ciblée, et ils vont lui demander de mettre une crème, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'elles font plutôt. Pourquoi elles font ça? Parce que vous, les femmes, vous aimez voir des résultats. Vous vous dites, ah d'accord, donc si cette fille a mis ce produit, elle est devenue comme ça, moi aussi je vais devenir comme ça. C'est ça le marketing. C'est-à-dire qu'on arrive à vous attirer avec des exemples concrets. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle les 5 P du marketing. C'est quoi les 5 P du marketing? C'était 4, maintenant c'est 5. Le prix, le produit, La communication. Mais vous trichez. Oui, ils trichent. La promotion et le prix. Donc c'est produit, place, prix, promotion. Mais le premier P et le plus important, c'est la personne. Vous ne vendez pas à des machines. Donc il faut avoir des stratégies humaines, il faut avoir des stratégies personnelles. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi je préconise toujours dans les stratégies que j'élabore la personne. J'aime pas le genre de publicité avec des dessins animés. Vous connaissez? Oui. Les publicités avec des dessins animés qui sortent, de la musique, tout. Moi j'aime pas ça. Moi je préfère prendre une caméra plutôt, filmer mon ami, et lui il va exprimer, c'est tout. Il va exprimer. Il va s'exprimer devant la caméra. Parce que les publicités qui sont faites par des personnes sont beaucoup plus impactantes que les publicités qui sont réalisées avec des dessins et ainsi de suite. Parce que la personne doit être au cœur de mon entreprise, doit être au cœur de mon unité. Donc, qui sont mes clients? Qu'est-ce qu'ils aiment? De quoi ont-ils besoin? Est-ce qu'ils ont de l'argent pour acheter mon produit? Ça, c'est des questions. Mon ami qui veut vendre des fruits, il faut te poser cette question. Si tu vends une banane à 1000 loupias, personne ne va acheter ta banane. Parce que ça coûte très cher, tout simplement. Je t'aime bien, mais je ne vais pas acheter ça. D'accord? Donc, la première chose à se faire, c'est se dire qui est-ce qui va acheter mes produits? Et est-ce qu'il a les moyens d'acheter mes produits? Quand tu vas aller dans un quartier populaire et que tu te mettes à vendre des produits très chers, tu risques pas de gagner. Parce que les gens n'ont peut-être pas les moyens d'acheter tes produits. D'accord? Donc, connaître la personne, c'est-à-dire connaître le client, est un élément primordial. Bravo. Les produits, la place, les prix, la promotion. Après, pour la tarification, c'est-à-dire que vous devez avoir, c'est-à-dire que c'est quoi le prix? J'ai créé ce produit, à combien je vais le vendre? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à qui? À mon client. Je lui dis, monsieur, à combien es-tu prêt à acheter ce produit? Je vais te demander, toi, je vais voir la moyenne. Lui, il me dit 1000, lui, il me dit 2000, lui, il me dit 1500. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner le tout, je vais diviser par le nombre total. La moyenne, c'est toujours la bonne chose. Il faut éviter les extrêmes. Parce que quand tu es dans l'extrême basse, tu te limites. Quand tu es dans l'extrême haute, tu deviens cher. Donc, après, tu as déjà ton stock, tu as acheté tes légumes, tes fruits, tout ce que tu veux. Comment faire les prévisions? Pour faire les prévisions, c'est très simple. Il faut connaître qui est mon client, ça c'est l'élément indispensable. Si vous devez faire un seul exercice plutôt, c'est identifier qui est votre client. Et l'identifier de façon précise. Mon client, c'est un jeune homme ou une jeune femme de la trentaine, de la vingtaine ou dans un intervalle d'âge. D'accord? Elle aime la cosmétique. Si vous vendez des produits cosmétiques, et c'est une très bonne idée, vous vendez de la cosmétique, les femmes achètent. Si vous aimez les fruits, c'est un sportif, c'est un homme d'une grande, c'est une personne âgée, parce que souvent c'est les personnes âgées chez nous qui mangent les fruits. Nous les jeunes, on n'en consomme pas. D'accord? Donc si tu penses que moi je suis ton client, tu vas fermer boutique, parce que moi je n'achète pas des fruits. D'accord? Par contre, si tu les presses, peut-être, d'accord? Est-ce que vous comprenez l'exemple que je suis en train de vous faire? D'accord? Donc, les mêmes produits, je peux le vendre différemment. Et en fonction de cela, que je vais constituer mon client. Donc, vous connaissez ces logos? C'est quoi ça? Extrême. Au milieu? Et là? Pourquoi vous connaissez ces logos?
Parce qu'ils sont internationaux. Parce que vous les voyez quotidiennement, oui, mais aussi parce qu'ils ont fait en sorte que vous les connaissiez grâce à des stratégies de marketing. Et comment ça s'appelle le marketing autour du logo ou bien autour de la personnalité de l'entreprise? C'est quoi? Le branding. Vous connaissez le branding? Oui. Un brand en anglais c'est une marque. Le branding c'est tout simplement l'image de marque. Donc ils ont fait en sorte que vous connaissiez leur logo et ainsi vous allez acheter une paire de chaussures Nike ou bien une paire de chaussures d'une marque que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter? Non, non, on va Nike, acheter. n'est-ce pas? Parce que Nike a fait en sorte que vous l'achetiez. Elle a payé. D'accord? Oui. Elle a créé une stratégie de notoriété, une stratégie d'image de marque. Écoutez, la gestion financière, je vais passer très rapidement. Je vais vous donner juste des notions. En gros, comment calculer mon profit? Ça, c'est des leçons de l'école primaire. Mon profit, c'est tout simplement le revenu que j'ai fait, On dépense les frais. moins la dépense. Donc, si j'ai acheté ce produit à 10 000 louguias et que je l'ai vendu à 20 000 louguias, j'ai fait 10 000 louguias de profit. Mais les profits ne veulent pas dire bénéfice. C'est très différent. Parce qu'il faut, les 10 000 louguias, qu'est-ce que je dois faire avec? Il faut que je paye les impôts. Donc, c'est 25% de mes bénéfices. D'accord? Il faut que je paye mes employés. C'est les salaires plus l'ITS, plus la sécurité sociale, ainsi de suite. D'accord? Mais en gros, c'est ça. C'est tout simplement mon prix d'achat, mon prix de vente, moins mon prix d'achat, je trouve les profits. Et les bénéfices, c'est autre chose. D'accord? Après, écoutez, livre de caisse ou tout ce que vous voulez, ça c'est des notions économiques. Je ne vais pas trop m'attarder, mais tout simplement, prenez un Excel si vous êtes bien, dans tout ce qui est logiciel et tout. Sinon, vous avez un carré, vous mettez toutes vos dépenses, tous vos achats, et en fin de journée, vous faites le calcul. D'accord? Comme ça, vous ne vous perdez pas, comme ça, vous ne perdez pas de l'argent. D'accord? Par exemple, la date, le 1er février, le détail, c'est un encaissement, c'est-à-dire que j'ai fait de l'argent. Les revenus entrés, c'est 50. La dépense sortie, explication, s'il y a une explication particulière à mettre. Vous faites ça tous les jours. À la fin du mois, vous aurez un tableau récapitulatif de toutes vos activités financières. Après, le problème des financements. Qui est-ce qui va financer votre tour? Il y a plusieurs solutions. Moi, ce que je préconise, ce que d'ailleurs je vous conseille de faire, c'est de s'autofinancer. C'est-à-dire que je mets des fonds de côté et ainsi, à la fin du mois, j'aurai des moyens de me financer, de créer mon activité. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Après, si vous ne pouvez pas, vous pouvez demander à votre famille de vous aider. Ça, c'est un deuxième type de financement. Après, il faut que ça soit clair. Est-ce que les membres de votre famille vous donnent, ou bien ils vous prêtent, ou bien ils achètent du capital? Donc, ces trois situations sur lesquelles il faut être très clair dès le début. Donner, c'est différent d'acheter du capital. D'accord? Parce que le capital, plus tard, quand tu vas te faire de l'argent, les gens vont demander leur part. Exactement. Et ça s'appelle la dividende, tout simplement. À la fin de l'année, on va faire les dividendes. Chacun aura sa part dans l'entreprise. D'accord? Très bien. Après, vous pouvez demander à une banque de vous financer. Malheureusement, en Mauritanie, c'est presque impossible pour un jeune qui n'a pas déjà les moyens, ou bien qui n'a pas de garant, d'avoir un financement bancaire. C'est presque impossible. D'accord? Sinon aussi, vous pouvez aller voir Monsieur X ou Madame X, venir le voir, l'expliquer ton idée et demander à ce qu'il soit un investisseur avec toi ou un partenaire avec toi. Ça, c'est une bonne idée, mais le seul conseil que je vous donne, en matière d'argent, il faut que tout soit écrit, tout soit notarié. Sinon, il y aura des problèmes. D'accord? Donc, un investisseur, allez-y avec lui voir un notaire, vous faites un contrat qui est très clair. Sinon, à la fin, vous aurez un problème, surtout quand vous êtes jeune. Les gens aiment profiter des jeux. Il ne faut pas accepter ça. La forme juridique, je ne vais pas trop m'attarder. Il y a ce qu'on appelle les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les établissements. On s'en fout. Le jour que vous aurez besoin de ça, c'est très facile. Trouvez une idée d'entreprise, faites le plan marketing. La forme juridique, c'est le truc le plus facile. Après, vous pouvez aussi m'écrire sur ma page, je vais vous aider avec plaisir. Maintenant, le chapitre le plus important, tout ce qu'on a dit, on va essayer de le résumer. L'implémentation de votre business plan.
Un plan de business, il ne doit pas rester sur le papier. Si vous écrivez, c'est très bien, mais un jour ou l'autre, il faut aller sur le terrain, d'accord? Par conséquent, la planification de votre entreprise ne doit pas s'arrêter alors que vous implémentez votre entreprise. Donc, les objectifs SMART de l'entreprise. Je dois rédiger des objectifs SMART. Comme quoi? Comme lancer les nouveaux produits avant le 28 février 2023. Ça, c'est un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, qui est réaliste et qui est temporairement défini. Il ne faut pas se contenter de dire je lance mon nouveau produit. Il n'y a pas de date limite. D'accord? Donc il faut toujours se mettre des limites, des échéances. Sinon, tu vas commencer à faire de n'importe quoi. Après, le budget, je le vérifie de façon hebdomadaire, acheter les matières premières chaque 2 semaines, livre des caisses quotidiennement, stratégie marketing hebdomadaire, stratégie de communication hebdomadaire, médias sociaux, 1 heure par jour. Tous les jours, je prends 1 heure, je vérifie Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. D'accord? Les bénéfices et les pertes, genre un petit bilan pour rester très, très gentil, c'est 1 fois par semaine, livre des caisses 1 fois par mois. Moi, ça c'est juste un exemple. Vous faites le vôtre. Mais ces items sont très importants. Pour chaque entreprise, ces items sont à vérifier. Et en fonction de votre entreprise, vous pouvez soit ajouter de nouveaux items, soit éliminer votre item. D'accord? Mais il faut se planifier, il faut rester concret, il faut rester efficace. Et pour être efficace, il faut avoir des objectifs qui sont smart et il faut avoir une fréquence de travail. Tous les jours, je travaille 1 heure par jour sur ma communication. Donc, je vais aller vérifier tous mes réseaux sociaux, je vais poster de nouvelles images, je vais photographier mes fruits, je vais les mettre sur un petit fond, je vais écrire le produit, je vais publier ça sur Facebook. D'accord? Je vais faire de la publicité auprès des gens, auprès de Facebook, et ainsi de suite. Après, ça c'est ce que je vous disais, mais là c'est une forme qui est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que, ici, finaliser l'enregistrement, ça c'est tout ce qui est fiscal, c'est la W1, ça veut dire week 1. Week 1 c'est semaine 1. D'accord? Donc semaine 1, j'ai fini l'enregistrement. Demander du crédit, c'est aussi la semaine 1. Je vais aller voir la banque ou tout ce que vous voulez. Trouver un local, c'est aussi la semaine 1. D'accord? Le budget hebdomadaire du coût, c'est toutes les semaines, 1 fois par semaine. D'accord? C'est pourquoi j'ai mis un petit croix. Acheter les matières premières, c'est toutes les 2 semaines. Donc c'est pourquoi week 2, week 4, W2, W4, et ainsi de suite. La deuxième semaine et la quatrième semaine, la deuxième semaine et la quatrième semaine de chaque mois. D'accord? Donc ça c'est tout simplement un tableau récapitulatif, comme ça on ne se perd pas. Le plus difficile, surtout pour un jeune, c'est de s'organiser. Et pour s'organiser, il faut écrire. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est d'avoir des blocs-notes, écrire. Tout ce que vous n'écrivez pas n'existe pas. D'accord? Oui. Très bien. Après, je vais finir ma présentation sur un proverbe de Henry Ford. Se réunir est un débit, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble. C'est quoi le travail ensemble? La réussite. Et puis, je vous remercie. Merci beaucoup Sylvie pour ton intervention. Du coup, on peut répondre à vos questions si vous avez des questions. Évidemment, ça peut être destiné à moi ou à Sylvie. Oui. Ah, attendez. On va vous poser la question. Ah, non, je vais faire d'autres micro. Oui. Bonsoir à tous et à tous. Bon, des questions. Oui, j'ai des questions. L'une est destinée à Sylvie Boulet et l'autre est destinée à vous, madame responsable de Campus France. Ma première question est à Sylvie Boulet. Bon, beaucoup de personnes parlent de l'entrepreneuriat et de la liberté financière. Mais rares, ce sont les gens qui sont réellement capables de réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Bon, sur le table, tout le monde parle de l'entrepreneuriat quand on rentre dans les réseaux sociaux. Alors, il faut faire de l'entrepreneuriat, c'est si facile. Mais dans la réalité, quand les gens font face à cette réalité, la vie nous montre quelque chose qui est tout à fait le contraire. Donc, qu'est-ce qui fait la différence en fait? J'ai vraiment envie de votre avis à cet égard. Bon, la deuxième question, c'est destinée à madame la responsable de Campus France. C'est nous, en tant qu'étudiants en lycée universitaire professionnel, nous sommes dans le filière de management. Donc, nous sommes très intéressés en ce qui concerne les grandes écoles de commerce.
Vous avez évoqué les niveaux de français. Est-ce que les grandes écoles de commerce exigent le niveau C1 pour l'inscription? Et en ce qui concerne aussi les choses ou les critères, disons, qui augmentent de plus est l'admission pour les établissements supérieurs en France. Est-ce qu'il y a le motif de refus le plus fréquent? C'est quoi pour l'éviter? Et en ce qui concerne les tarifs aussi, donc, vous pouvez l'évoquer. Merci. C'est une très longue question, mais j'espère que vous allez bien essayer. Ok, je vais commencer. Alors, la première question, c'était C1. Alors, les écoles de commerce, en fait, déjà, ça dépend vers lesquelles vous vous dirigez. Il y a des écoles de commerce qui sont accessibles après une prépa et qui sont accessibles par admission parallèle après une licence, même après une licence à l'étranger, par exemple à l'IUP. Ces écoles, ces grandes écoles, ont leurs propres critères d'admission, qui vont vous faire passer, vous allez devoir leur transmettre votre dossier, vos bulletins, vos relevés de notes, etc., vos stages. Ils vont vous faire passer des entretiens, des tests. Chaque école a un peu, malheureusement, c'est un peu compliqué. Alors, il y a des banques communes d'épreuves, donc c'est-à-dire que vous pouvez passer des tests pour plusieurs écoles à la fois. Et il y a des écoles, par contre, qui elles sont des démarches vraiment particulières et spécifiques à chacune, à elle-même. Donc, le niveau, aucune école va dire il faut un B2 ou un C1. En tout cas, Campus France nous demande un B2, ça il faut le savoir. Donc, quand bien même ça ne serait pas spécifié sur le site, ou ce ne serait pas une exigence de l'école d'avoir un B2, par exemple, de toute manière, nous, on va vous obliger à avoir un B2. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Ensuite, c'est pas parce qu'ils ne demandent pas une preuve, un certificat qui prouve que vous avez tel ou tel niveau en français, qu'ils ne vont pas vous faire passer des tests qui vont leur prouver le niveau que vous avez réellement. Donc voilà, la question c'était ensuite, je ne sais pas, les frais. Ah oui, c'est ça. Les frais. Alors, sachez que vous avez sûrement une idée un peu erronée, c'est-à-dire que c'est public, c'est gratuit, c'est privé, c'est très cher. Et c'est privé, c'est super bien, et c'est public, c'est nul. Pas du tout. Alors en France, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête. Les meilleures écoles de commerce, de management, HEC, je pense que c'est la meilleure école au monde. La meilleure école de commerce au monde, HEC, ESSEC, etc., ça c'est des écoles publiques. Et c'est pas parce qu'elles sont publiques qu'elles sont gratuites, ça coûte plusieurs milliers d'euros chaque année. Donc c'est pas une université. Ça dépend. Après, il y a des étudiants de différents statuts, mais en fonction de la formation, en fonction de votre statut, de si vous êtes boursier, etc., ça va coûter plus ou moins cher. Mais en général autour de 10-15 000 euros. Okay, et les universités, les écoles privées, c'est le même tarif, mais un peu plus. Ça peut être 15 000, 20 000 euros. D'accord? Donc voilà, pour les frais, les écoles de commerce, il faut juste garder en tête que c'est cher. Voilà. Ça c'est à peu près, il faut avoir en tête, et surtout ne pas penser que parce que c'est privé c'est super, et parce que c'est public c'est nul. Et inversement, il y a des écoles privées très très bien, et des écoles publiques qui sont très très bien aussi. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, quant à moi, tu m'as posé la question la plus difficile au monde. C'est quoi les critères de réussite? C'est ça? D'accord, très bien. Donc, honnêtement, moi, je vais pas te donner une réponse complète parce que c'est une deuxième conférence. Mais ma réponse va être très simple. Moi, je pense que c'est le sérieux. Quand tu es sérieux, quand tu aimes ce que tu fais, quand tu es prêt à te donner à fond, à apprendre sur le feu. Par exemple, mon ami qui a envie de lancer une entreprise de fruits, il faut que lui-même apprenne à connaître les fruits. Il faut qu'il apprenne à différencier des fruits. Il faut qu'il connaisse est-ce que c'est mûr ou pas mûr. Donc lui, peut-être qu'il a fait une formation en informatique, mais là, il va se convertir pour aller apprendre, je ne sais pas, un agroalimentaire, tout ce que tu veux. Donc aimer ce que tu veux, ce que tu fais, te dévouer à fond et être prêt à apprendre de nouvelles choses. Et pas que, moi je pense aussi qu'il y a beaucoup d'autres critères. Innover, tu ne vas pas te mettre à vendre des fruits comme tout le monde et espérer avoir des résultats différents. Il faut faire quelque chose de différent pour avoir des résultats différents, tout simplement. Donc tes fruits, tu peux les presser, tu peux les vendre déjà coupés, comme au supermarché, des fruits coupés, je ne sais pas.
Il y a beaucoup de manières pour améliorer ce produit. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Tout le monde parle de l'entrepreneuriat. Tout le monde se proclame entrepreneur. Mais quand tu regardes au fond, il y a très peu d'entrepreneurs. Surtout en Mauritanie. En Mauritanie, il y a très peu d'entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est très différent qu'être commerçant. Le commerçant, il achète de la matière première, il revend de la matière première. Un entrepreneur, quand il achète de la matière première, il va la transformer. Il va créer une image de marque. Il va créer un logo. Il va créer une marque. Et il va la vendre en Mauritanie et à l'international. Donc quand tu me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, oui, il y a des entrepreneurs, mais pas beaucoup. Et j'espère que toi, tu seras un bon entrepreneur. Après, il faut beaucoup de sérieux, il faut beaucoup de travail, il faut parfois retourner à l'école, parfois retourner apprendre, et parfois aussi, il faut se mettre, il faut, je ne sais pas comment je vais t'expliquer, il faut que tu te mettes à fond là-dedans, sinon ça ne va pas réussir. Une autre question? Déjà, bonsoir. Je n'ai pas été là depuis le début, du coup, je n'ai pas bien suivi le tout. Mais je veux poser une question. Ma question, c'est par rapport à l'orientation. Ouais, après le lycée, les universités. Du coup, je vais demander si. Pour chercher les universités et nos vues et tout, on nous a dit qu'on doit rentrer dans le site on doit visiter le site du Parcoursup. Le site Parcoursup. Je me demandais si ça aboutit à quelque chose ou pas. Alors non, Parcoursup, c'est pas... vous passez par un bac français. Donc non, je pense que c'est pas Parcoursup. Alors non, pour postuler à l'université, c'est pas Parcoursup. C'est une plateforme qui s'appelle Études en France. Parcoursup, c'est uniquement pour ceux qui voudraient postuler en prépa, en CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, et en BTS. Le reste, c'est Études en France. Alors, je comprends pas, en fait, vous savez pas dans quelle université vous orientez, c'est ça? Ouais. Oui. Alors ça, voilà, ça nécessite quand même un petit entretien individuel, donc là, je ne vais pas vous répondre comme ça. Moi, je vous propose de venir à l'Espace Campus France. On est ouvert, voilà, j'ai pas remis les horaires, mais on est ouvert tous les jours, le lundi sur rendez-vous seulement, et du mardi au vendredi de 9h30 à 18h. On est là, ok, donc il n'y a aucun problème, on va recevoir pour vous orienter. Là, c'est un peu compliqué. Si vous voulez déjà avoir une idée, vous allez sur le catalogue Campus France. Bon, là, c'est un peu trop loin dans les diapos pour vous remettre, mais vous pouvez aller sur le catalogue Campus France. Le catalogue Campus France, voilà, qui recense absolument toutes les formations qui vous ont offertes, et aussi la plateforme Études en France, la plateforme de candidature, qui peut vous orienter aussi. Là, après, comme ça, c'est un peu compliqué quand même de vous dire. Alors, voilà, donc ça, si vous voulez prendre ça en photo, vous pouvez déjà aller sur le catalogue Campus France et ensuite sur 2 sites, l'ONICEP et l'étudiant, et ça va déjà pas mal vous aider. Voilà, non mais là vraiment, là, je peux pas répondre à votre question et étudier votre cas, là, c'est pas possible. Mais vous pouvez venir demain matin ou dans la semaine prochaine, voilà, on est ouvert de 9h30 à 18h. Voilà. C'est pas possible, non? Bonsoir à tous. Donc, je voulais juste me demander où se trouve le centre où on passe le test DELF, ici à Nouakchott. Alors le DELF, déjà, c'est plus possible de le passer pour la rentrée 2023. Ok, la prochaine session de DELF, c'est en mars. Seulement, vous aurez un mois avant d'avoir le résultat, donc vous les aurez en avril et ça sera trop tard parce qu'il faut mettre une note de DELF avant 15 mars. Mais en tout cas, le DELF et le TCF, donc le test que vous pouvez encore passer, on le passe à l'Alliance française. L'Alliance française, ça se trouve à côté de Montréal. On peut aussi passer au CREL, je ne sais plus ce que ça veut dire le CREL, en tout cas, c'est à côté de l'IUP. Voilà, ok. Donc ça, il faut vraiment, si vous n'avez pas le TCS, allez-y demain pour vous inscrire au TCF. Voilà.
Il y a d'autres questions? Ouais. Bonsoir à tous. Je remercie le conférencier voilà, de ce qu'il nous a apporté. Et je pense qu'en tant que jeune Mauritanien, ça nous donne vraiment des idées sur l'entrepreneuriat mauritanien. Voilà, moi, en venant ici, comme je l'ai vu sur le titre, par hasard, j'ai vu, en passant par l'Institut français, j'ai vu que c'est écrit insertion professionnelle. Parce que réellement, je ne m'attendais pas à avoir des idées d'entrepreneur. C'est-à-dire que je m'attendais beaucoup plus que ça. Et puis voilà, mais quand je suis rentré, j'ai fait face vraiment à des idées d'entrepreneur. Moi, nous, ce qui est notre plus grand défaut, c'est-à-dire qu'entreprendre, c'est bon, mais quand même, entreprendre, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques sur ça. C'est-à-dire que quand tu décides d'entreprendre et que, par exemple, nous n'avons pas d'argent, nous allons voir quelqu'un d'autre, on lui dit, prêtez-nous cette somme, on veut entreprendre. Mais peut-être les gens n'ont pas les mêmes idées, les mêmes pensées. La personne peut me dire, parce que peut-être la personne peut avoir de l'argent, la personne peut me dire que si je te prête de l'argent, une fois que tu n'as pas réussi, c'est-à-dire que mon argent va aller dans l'air. Ce qui veut dire que tout simplement, la personne qui est devant toi, il peut te donner de l'argent juste pour quelque chose de sûr. Ce qui veut dire que tout simplement, entreprendre, trouver en Mauritanie quelqu'un qui va te donner de l'argent pour entreprendre, c'est-à-dire que les cas existent, mais sont rares. Ce qui veut dire que tout simplement, il y a de ces communautés. On n'a pas confiance à celui qui entreprend, on a plus confiance à celui qui monte et qui descend. Parce que pourquoi? Parce qu'on se dit que celui qui monte et qui descend, au moins à la fin du mois, il attend un salaire. C'est-à-dire qu'on compte plus sur celui qui monte et qui descend et qui a un salaire, plus que quelqu'un qui veut entreprendre. Un jeune aujourd'hui, je vous donne un exemple concret. Un jeune aujourd'hui, par exemple, qui décide d'ouvrir une boutique pour travailler pour lui, dans certaines communautés, on lui dit qu'il ne travaille pas. Il est en train de perdre son temps. Ce qui veut dire qu'on considère qui travaille, c'est lui qui travaille dans l'État où il a un fiche budgétaire où il est garanti. Voilà. Je vais terminer mon intervention par une question posée à, je pense, à monsieur l'entraîneur Sidi Boller. La question est la suivante. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes pour les pousser à entreprendre? Je vous remercie. Merci à vous. Donc, merci pour ta contribution. Après, le mot risque et le mot entrepreneur, ça va de pair. Donc, entreprendre, ça veut dire risquer, bien sûr, c'est très risqué. Déjà, tu ne risques pas que l'argent, comme tu as dit, mais tu risques aussi ton temps. Parce que, imagine que tu travailles pendant un an sur un projet et que ça n'aboutisse pas, tu as perdu à la fois de l'argent et aussi un an de ta vie. D'accord? Donc, entreprendre, c'est risqué, on est d'accord. Donc, ça, c'est très bien. Après, tu as parlé du travailler pour quelqu'un d'autre, que ce soit l'État ou une entreprise ou tout ce que tu veux. Ça, c'est très bien. Ça aussi, c'est l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous avons tout simplement regardé le côté entrepreneuriat. On pouvait aussi voir le côté emploi. Donc, aujourd'hui, on a parlé tout simplement d'un seul côté de l'insertion professionnelle. Après, le conseil que je pourrais donner, c'est que entreprendre, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Donc, c'est pas parce que vous m'avez vu faire une présentation que vous devriez être entrepreneur. D'accord? Moi, je fais ça pour un public intéressé. Si vous n'êtes pas intéressé par l'entrepreneuriat, c'est très bien. Il y a beaucoup d'autres voies. Vous pouvez aller travailler dans une banque, vous pouvez travailler, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'autres alternatives. Le conseil que je donne, c'est trouver la bonne idée. Trouver la bonne idée,
travaillez votre idée tous les jours, améliorez votre idée, et le jour où vous serez prêt, tout pourra vous manquer sauf les moyens. Les moyens ne manquent pas. C'est l'idée qui manque. Et après, ne me dites pas que quelqu'un va te donner. Il ne faut pas espérer qu'on te donne. Il ne faut pas espérer ça. Ça, c'est très naïf. Il ne faut pas espérer ça. Il faut espérer avoir des partenaires. Les partenaires, ils ont leur quota, leur pourcentage. Donc, à la fin de l'année, lors des dividendes, ils auront leur part. Donc, ils prennent les risques avec toi. Et pour avoir ces partenaires, il faut pouvoir les convaincre. Les convaincre avec une diapositive, comme ce que moi j'ai fait, un PowerPoint, avec des chiffres clairs, avec une étude de marché, tout ce que tu veux. Et quand ils embarquent avec toi, ils ne vont plus jamais te demander de remboursement, parce qu'ils sont partenaires avec toi. Ils sont actionnaires, autrement dit. D'accord? Donc, il ne faut pas espérer qu'on te donne. Il ne faut pas demander à quelqu'un de te faire un prêt sans. Ça, c'est très naïf. Rester chez soi et se dire telle personne va me donner de l'argent pour que je lance mon entreprise, personne ne va te donner de l'argent. Mais viens me voir, tu essayes de me convaincre. Si je suis convaincu, je deviens partenaire avec toi, on signe un contrat et on y va. Tu as compris? Il ne faut pas attendre qu'on vous donne les jeunes. Personne ne va vous donner. Personne. Donc je pense que j'ai répondu à ta question, ou partiellement. Une autre question? Compléter, parce que vous avez dit que c'était affiché insertion professionnelle et en fait on a parlé que d'entrepreneuriat, bon déjà on l'avait quand même précisé. Et puis d'autre part, effectivement l'entrepreneuriat ça peut être très vaste et on peut avoir étudié dans plein de domaines et devenir entrepreneur voilà, dans le domaine dans lequel on a étudié ou en rapport avec le domaine dans lequel il était. Et voilà, et je fais un peu pour vous dire que on travaille avec, voilà, avec justement des gens, des professionnels pour vous monter voilà, une conférence et voilà, une sorte de petit salon de l'emploi avec l'insertion professionnelle. Mais ça met du temps. Donc non, on n'est pas non plus totalement déconnecté de ces questions-là. Voilà. Alors on va prendre les deux questions et puis après on va s'arrêter là. Si quelqu'un a une autre question. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sidi. Bon, moi, je n'ai pas une question, j'ai un message. En venant ici tout à l'heure, j'ai rencontré quelques amis, bon, si je peux dire, qui n'ont pas fait l'école. Et ils sont dans l'informel. Vous voyez un peu? Et mon message est de vous dire que vous avez invité que ceux qui ont fait les études supérieures et tout ça là. C'est un message, je vais juste vous dire le message. Ils m'ont dit, eux, dans le secteur informel, et eux qui n'ont pas fait les bancs, comment peuvent-ils en sortir? Vous voyez un peu? Et ils m'ont dit aussi qu'ils payent les impôts. C'est des gens qui font des petits business dans la rue, et ils payent les impôts, ils contribuent. Mais ils n'ont pas quelqu'un, voilà, comme vous, si je peux le dire, qui ne puisse pas les épauler, mais quand même, voilà. Très bien. Écoute, moi je pense que le message était clair, c'était ouvert, n'est-ce pas? Ils n'ont pas précisé école ou pas école, tout le monde peut venir. La seule limite, c'était peut-être le français, parce que là on va faire une conférence en français. Sinon, c'était ouvert. Donc, tout le monde, là, moi, je ne sais pas, est-ce que les gens ici ont étudié ou pas? Qu'est-ce que j'en sais? Tu en sais, toi? Je ne sais pas. Donc, c'était ouvert, hein, vous pouvez venir. Après, écoute, moi, je suis très disponible. Je suis très disponible pour, je ne dirais pas aider, mais peut-être partager des idées, écouter. Ça ne me dérange pas. Vous me contactez, et puis si vous voulez, on se fait un café, sans problème. D'accord? Et pas besoin de faire l'école pour être entrepreneur. Ça, c'est deux choses différentes. Oui, mais actuellement, le monde actuel, il faut... soit on fait l'école, soit on a quelqu'un qui nous épaule. Sinon, bonsoir, comment allez-vous? Je vous remercie de votre présence et de votre attention avec le public. Mais avec le public, j'ai dit. Mais je voulais vous demander quel programme vous avez, vous et vos associés, pour encourager de plus aux jeunes pour se lancer sur l'entrepreneuriat? Écoute, pour faire ça, moi je ne peux parler que pour moi-même. Moi j'ai fait une formation de business coach, donc coach d'entrepreneur, tout ce que tu veux. Après, moi je n'ai pas encore de programme clair sur l'année comme Campus France, et ils sont très bons, ils sont hyper bien organisés.
Moi, je n'ai pas ce programme. Moi, je suis parfois sollicité. Je fais des conférences de gauche et de droite. J'ai fait de mon mieux pour faire des conférences avec les jeunes. Si tu vois ma page, tu vas voir qu'il y a plusieurs conférences que j'ai déjà faites. Je continue à faire des conférences. Après, est-ce qu'il y a un problème d'incubation pour les entreprises? Non, mais on travaille peut-être sur ça. Aussi, je parle des écoles, pour les écoles étrangères que vous parlez pour les préinscriptions. Est-ce qu'il n'y a pas... Ça, c'est pas possible. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de marketing qui va parler de leur spécificité et de leur au caractère ou bien de leur spécificité, un marketing qui va faire une publication de comment ces écoles-là sont un site ou bien quelque chose qui va... Je comprends pas, c'est quoi votre question en fait? Parce que là, vous voulez quoi? Un catalogue des... Non, bien un site ou quelque chose que vous passez pour savoir. Un site. Parlez-vous dans le micro parce que j'entends pas. Les performances des écoles étrangères pour le préinscription, je voulais savoir les performances des écoles, s'il y en a. La performance des écoles. Un marketing qui va nous parler de leur performance, même sur le site. Pas trop. Tout ça. Vous êtes intéressé par les études supérieures en France? Oui. Alors, c'est parfait parce qu'on est sur la bonne page. Donc là, vous pouvez par exemple aller sur ce site qui s'appelle l'étudiant, qui gère un classement des formations. Ensuite, non, il n'y a pas de... Enfin, c'est à vous de faire vos recherches pour savoir quelle école vous correspond le mieux et quelle école permet des débouchés professionnels qui correspondent à votre projet. Alors, je ne sais pas si c'est ça votre question, mais ce n'était pas non plus très clair, donc je ne peux pas trop comprendre. Mais en tout cas, voilà. Si, il y a plein de sites qui classent les écoles en fonction des débouchés, etc. Donc, oui, voilà. Il y a quand même pas mal d'informations. Bon, on prend une dernière question et après, c'est terminé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir madame. Moi je demandais au niveau des frais, au niveau de licence en France. Les frais que vous avez mis, ce sont les frais maximum ou les minimum? C'est ça que je voulais savoir. Et aussi toutes les universités qui sont sur l'espace, c'est-à-dire sur la plateforme Campus France, est-ce que les universités sont des universités publiques? Alors déjà, il faut savoir, en France, une université, c'est forcément public. Ça n'existe pas des universités privées. Ce sont des écoles qui sont privées. Des lycées avec les privés. Sur la plateforme études en France, non. Tout n'est pas public. Les universités, par définition, sont publiques. Et les écoles d'ingénieurs, par exemple, ou de commerce, qui sont connectées à la plateforme études en France, peuvent très bien être privées ou publiques. Ça, c'est oui. Et au niveau des frais, alors là je vous parle d'une licence, donc comme je vous ai dit, une licence c'est forcément dans le système d'université, donc forcément c'est public, et une licence c'est 2700 € par mois. Et il y a deux tarifs, il y a 2700 €, et ça c'est le taux normal maintenant, appliqué par quasiment toutes les universités, le taux normal pour les étudiants étrangers. Okay, avant, alors je ne sais pas si vous savez, ou je ne sais pas si je fais bien de le dire, mais je vais quand même le dire, c'est qu'avant ça coûtait 170 € pour les étudiants étrangers. Voilà, et encore 3 ans, vous n'aurez payé que 170 €. Okay, alors certaines universités appliquent encore ce taux préférentiel pour les étudiants étrangers. Voilà, donc ça vous pouvez trouver la liste sur internet. Bon, et la plupart du temps, c'est 2700, et évidemment, ça ne change pas. C'est le système public, c'est l'université, donc c'est pas chacun, c'est pas une entreprise d'université. Justement, on parle d'entrepreneuriat, mais alors l'université publique n'est pas une entreprise, ce n'est pas à but lucratif. Les écoles bidons dont je vous ai parlé, en revanche, qui vous demandent 500 € direct sans remboursement possible, ça, ce sont des entreprises. Donc, je ne dis pas que toutes les écoles privées sont des entreprises. Sont là pour gagner beaucoup d'argent. La plupart des écoles ont besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner, ça c'est sûr. Mais en tout cas, beaucoup d'écoles privées sont très sérieuses et ne cherchent pas à vous arnaquer. Mais c'est pas le cas pour toutes. Mais en tout cas, l'université, non, c'est 2700 €, soit ça, soit 170 €. Voilà. Ouais, encore une question. Au niveau de l'entretien Campus France, parfois je rencontre certains, ils viennent nous faire l'entretien. Mais l'entretien, c'est-à-dire,
ça va faire comme un entretien, on présente Cyprien. Je vais parler dans le micro parce que je ne comprends pas et les gens ne comprennent pas, je pense. Je disais, j'ai appris certains amis, Cyprien, c'est en campus pour faire l'entretien, pour continuer les études. Ils ne font pas l'entretien comme d'habitude. On leur donne des tests à corriger ou bien des tests à faire, sans qu'on leur pose des questions. J'ai pas entendu ce que vous dites, je comprends pas. L'entretien campus, ça doit avoir des questions, comment tu peux conduire les études et tout ça. Oui. C'est ça l'entretien. Mais eux, Cyprien, on ne pose pas des questions, on leur donne des tests à étudier ou bien des tests à corriger. À corriger? Oui, j'ai appris ça. Alors, je ne sais pas, mais c'est pas un campus France Mauritanie en tout cas. Non, un campus France Mauritanie, effectivement, on donne à tout le monde un texte à écrire, ça c'est sûr. Donc ça, on s'en cache absolument pas. Pas honte de le dire. Donc, non, vous avez 15 lignes à écrire, effectivement. Et sinon, oui, on vous pose des questions. Nous, on est là en fait pour vérifier non seulement l'authenticité de vos documents, puisqu'on a quand même beaucoup d'élèves qui pensent que avoir 8 de moyenne dans toutes les matières au bac, et puis bizarrement la moyenne générale finalement elle est de 16, ils pensent que ça va passer. Ils pensent qu'on n'a aucun moyen de vérifier l'authenticité des bulletins de notes. C'est quand même assez drôle. Donc ça, ne vous amusez pas à ça, ne vous amusez-vous pas à trafiquer des bulletins, des diplômes de licence, parce que ça, vous n'aurez plus jamais de visa en fait. Donc ça, c'est terminé pour vous après. Donc nous, on fait quoi pendant l'entretien? On vérifie l'authenticité des diplômes des bulletins, on voit si vous avez fait des choix cohérents en fonction de votre parcours, on regarde si vous avez le niveau, la motivation, voilà, si vous vous êtes renseigné sur votre projet d'études tout simplement. Voilà. Bon, il y avait une lave demoiselle, c'est pour Sidi Bol? Parce qu'il y a encore une question pour Sidi, et après on arrête. Et quelqu'un envoie une question pour Sidi après? Oui? Non? Ok. Bon, en fait, vous m'entendez? Je voulais savoir, est-ce que vous mettez à la disposition des étudiants quelqu'un qui peut aider les étudiants pour le processus de l'admission, pour le remplissage des dossiers? Parce que je trouve que c'est assez complexe. Il faut être minutieux, je pense, pour pouvoir bien les remplir. Et donc, ou bien on n'a pas d'autre moyen que d'aller consulter, comment dirais-je, les tutos sur YouTube. Si, vous pouvez venir. Nous, évidemment, on est là pour ça. Donc, évidemment, s'il y a des problèmes, vous pouvez venir à l'espace Campus France, vous pouvez nous envoyer des mails, nous appeler, les étudiants qui le font tous les jours. En fait, moi, je parle de quelqu'un qui soit là et qui vous montre étape par étape. Qui soit là, bah si, vous pouvez venir. Après, s'il y a personne, si vous êtes toute seule et qu'il n'y a pas une file d'attente de 30 personnes, on va prendre du temps pour vous. Mais après, effectivement, c'est... Oui, bien sûr, on est là pour ça. Donc là, vous pouvez venir à l'espace Campus France, je répète. Donc c'est ça, on est ouvert de 9h30 à 18h, tous les jours. Le lundi, c'est sur rendez-vous, le vendredi. On ferme à 18h, mais à 13h30. Mais effectivement, on est là pour vous aider. Après, c'est minutieux, c'est complexe. Il ne faudra peut-être pas exagérer non plus parce qu'on a quand même fait des tutos. Si vous ne savez pas remplir un compte études en France, ça va être compliqué pour les études après. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vous mettre en tête. Alors, effectivement, l'ancienne version de la plateforme était très moche et très peu ergonomique. Là, ça a changé. Alors, je sais bien que beaucoup d'entre vous n'ont pas d'ordinateur, n'ont que des téléphones. Mais ça, c'est compliqué, j'en ai conscience. Et surtout, en ce moment, il y a pas mal de bugs sur la plateforme. Mais en dehors de ça, franchement, les tutos expliquent vraiment bien. Et évidemment, s'il y a un problème technique ou si vous ne comprenez pas, il n'y a évidemment aucun problème. On vous reçoit et vous êtes ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais sachez qu'il faut quand même vous entraîner sur les ordis si jamais vous voulez faire des études en France. C'est indispensable. On n'a pas juste l'habitude on va dire, postuler sur les sites. C'est tout à fait normal. Non, je sais bien, mais c'est malheureusement si vous n'avez pas le choix en fait. Parce que toute votre vie, si pendant vos études en France, toutes les démarches que vous aurez à faire, c'est site internet, c'est site internet, site internet. Et l'administration française, c'est pas très drôle. Ça, je peux vous le dire. Donc il faut s'y habituer. Allez, c'est bon. Bon, bah, merci d'être venu. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle conférence. Merci beaucoup à Sidi d'être venu nous voir.